Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JDD. Dans l'actualité ce dimanche, des postes comptables matières bientôt créés dans les ministères et institutions de la République. La décision a été prise il y a quelques jours en Conseil des ministres pour mieux gérer les finances publiques. Quelles seront les missions et attributions de ces comptables matières? Nous en parlerons en tout début de ce journal. Le Togo, premier en matière de développement humain en 2023, ce score a permis à notre pays d'être sélectionné pour un nouveau programme du groupe de la Banque mondiale. Une émission de l'institution en séjour à Lomé en discuté avec les membres du gouvernement. Séance de travail à la primature, nous y serons dans quelques instants. Une petite balade dans la cité lagunaire d'Anéro ne peut que nous faire du bien ce dimanche. C'est dans cette ville tricentenaire que le tournoi Open Benjamin Boupeti a connu son apothéose. La finale a regroupé autour du médaillé olympique plusieurs kayakistes de la sous-région. Et puis nous parlerons santé avec l'ONG Santé Intégrée. Cela fait 20 ans que l'institution œuvre au Togo. Le directeur pays de l'ONG nous dira tout sur ce jubilé. Il nous fera également le point des acquis de son organisation après 20 ans d'activité. M. Sessou Béléou est l'invité de ce JDD. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de ce 13-14. Le gouvernement a décidé de créer des postes de comptables matières au sein des ministères et institutions de la République. Une décision prise lors du Conseil des ministres du 18 septembre dernier. Ce choix stratégique témoigne clairement de la détermination du chef de l'État, Faure-Histoire Zimna Gnassingbé, à renforcer la gestion rigoureuse des finances publiques et à assurer une transparence accrue dans l'utilisation des ressources. Les explications avec Kamel Madi Akako. Depuis quelques années, le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du chef de l'État, Faure-Histoire Zimna Gnassingbé, s'est résolument engagé dans un vaste programme d'assainissement des finances publiques. De nombreuses actions ont été mises en œuvre afin d'assurer la maîtrise des dépenses, de renforcer le dynamisme de l'économie, d'améliorer les ressources budgétaires tout en intensifiant le rôle des ressources disponibles. C'est dans cette optique que le Conseil des ministres, réuni le mercredi 18 septembre 2024, a examiné et adopté deux importants décrets relatifs à l'assainissement de la finance publique. Il s'agit de l'examen et l'adoption d'un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement des postes comptables des matières dans les ministères et institutions de la République, ainsi que dans les autres organismes publics. Ces comptables des matières sont chargés de la gestion et du contrôle des biens appartenant à l'État et affectés aux ministères et institutions de la République. Dans le cadre des mesures législatives et réglementaires visant la modernisation des finances publiques au Togo et l'assainissement de la gestion du patrimoine non financier de l'État et des organismes publics, le Togo a adopté plusieurs textes et notamment la loi organique relative aux lois de finances en 2014 et le règlement général sur la comptabilité des matières en 2016, précise le communiqué du Conseil des ministres. Ainsi, les comptables des matières seront chargés d'assurer la garde et la conservation des biens mobiliers et immobiliers des ministères, la tenue de la comptabilité des matières et la rédiction du compte de gestion des matières à la Cour des comptes, contribuant à renforcer la transparence dans la gestion de la chose publique, notamment le patrimoine non financier de l'État. La comptabilité des matières est une comptabilité d'inventaire permanent ayant pour objet la description des existants et des mouvements concernant les biens mobiliers et immobiliers. L'autre décret pris en Conseil des ministres est celui portant création des trésoreries ministérielles et des trésoreries institutionnelles. Ce décret vient donc en appui
aux dispositions mises en place depuis 2021 et qui transférait l'ordonnancement des dépenses au ministère et présidence d'institutions. Les difficultés et les lenteurs ayant surgi dans l'application de ces dispositions ont motivé le gouvernement à adopter en Conseil un nouveau décret portant création des trésoreries des ministères et institutions afin de rapprocher la comptabilité au plus près de l'ordonnateur, mais aussi et surtout de faciliter et d'accélérer les paiements des dépenses engagées. Ces deux décrets arrivent à point nommé pour conforter la Cour des comptes et la APLUSIA dans leur mission de contrôle des comptes publics et de lutte contre la corruption au Togo. En matière d'investissement dans le capital humain, notre pays est aujourd'hui une référence dans la sous-région. La Banque mondiale le reconnaît. C'est pour cette raison que le Togo a été choisi pour expérimenter un nouveau programme de l'institution dans ce domaine. Une mission du groupe de la Banque mondiale a rencontré les membres du gouvernement à la primature pour en discuter. Yves Bébibi. Le capital humain vu sous le prisme du genre au Togo. À la délégation du groupe de la Banque mondiale, l'exécutif avec à sa tête le chef du gouvernement, Victoire Siremeho Tomega Dogbe, a exposé les acquis de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, de même que ses attentes. Un résultat satisfaisant selon la Banque mondiale qui a choisi le Togo pour expérimenter son nouveau programme placé sous le thème général « Accélérer l'égalité des genres pour mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable ». Au Togo, l'initiative veut construire, utiliser et protéger le capital humain pour un développement économique inclusif et résilient. L'indice du capital humain, c'est en fait pour dire si un enfant est né ici, au Togo, quelle serait sa valeur économique quand elle aura 18 ans. Le Togo est estimé à 0,43. La moyenne de l'Afrique, c'est 40. Donc c'est un peu légèrement au-dessus de la moyenne de l'Afrique. Ça veut dire que si le pays investit dans le capital humain encore plus, il peut plus que doubler son produit national brut. Donc c'est dire combien c'est important d'investir dans le capital humain. Et ça, c'est un message que nous avons entendu très clairement du Premier ministre. L'investissement dans le capital humain est une priorité pour ce pays. On va faire des discussions un peu plus approfondies sur l'éducation, notamment sur la santé et la protection sociale, mais une approche où on amènera également les secteurs qui traditionnellement on ne pense pas, comme l'énergie, comme le digital, parce qu'aujourd'hui tu ne pourras pas y arriver si tu n'as pas le digital et l'énergie. Je suis vraiment impressionnée par le leadership et par l'engagement du gouvernement dans le sujet d'autonomisation des femmes. Les investissements dans une meilleure éducation chez les jeunes filles et chez les femmes, dans des compétences des jeunes filles, dans des opportunités économiques pour les femmes, pourraient accroître le revenu par habitant par 20%. Une meilleure éducation et une meilleure opportunité économique pour les femmes pourrait accroître la productivité agricole par 15% et dans quelques pays par 50%. C'est autrement dit, les investissements dans l'autonomisation des jeunes filles et des femmes sont des investissements rentables ainsi que des investissements justes. Le Premier ministre a salué l'équipe de la Banque mondiale au nom du chef de l'État, Faure Zinagna Singbe, une mission qui apportera son appui aux secteurs sociaux, priorité de la feuille de route gouvernementale pour un capital humain renforcé en vue de la croissance, la création des emplois et la résilience des populations face aux multiples chocs à l'échelle régionale et mondiale. Je voudrais saisir l'occasion pour exprimer toute notre gratitude de la Banque mondiale, au groupe de la Banque mondiale, pour les appuis substantiels à la politique de développement de notre pays. Nous avons assisté à une augmentation substantielle des ressources mises à disposition de notre pays. C'est des ressources qui ont plus que triplé depuis 2020 à 2024.
Parmi les priorités de la feuille de route gouvernementale, une place prépondérante est accordée aux secteurs sociaux. Quand je parle de secteurs sociaux, c'est la santé, c'est l'éducation, c'est la protection sociale. Ceci, tout simplement, dans le but de développer le capital humain. Et pourquoi on développe le capital humain? C'est pour la croissance, c'est pour la création des emplois. Nous avons mis en place des mécanismes justement pour renforcer l'empowerment des femmes à travers des programmes de finances inclusives. Donc nous avons développé depuis une quinzaine d'années déjà des mécanismes de renforcement de l'employabilité des jeunes et aussi des programmes d'entrepreneuriat justement pour permettre aux jeunes de s'auto-employer, de créer des emplois pour d'autres jeunes. Elle a enfin invité le partenaire à aligner ses accompagnements sur les priorités du gouvernement. Et plusieurs régions des plateaux disposeront bientôt d'eau potable conformément à la vision du gouvernement. Cela se fera à travers un projet de la Chine. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et grâce à ces multiples actions énumérées par le chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe, l'indice de développement humain du Togo ne cesse de croître. Le dernier rapport du programme des Nations Unies pour le développement l'a confirmé, classant le Togo premier dans l'espace UEMOA. Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore du chemin à parcourir pour répondre pleinement aux attentes des populations. Les membres du gouvernement sont unanimes sur le sujet. Je vous propose quelques déclarations à la suite des travaux avec la mission de la Banque mondiale. Il faut dire qu'avec la Banque mondiale, l'État togolais a ouvert beaucoup de chantiers en matière d'infrastructure et d'équipement. Et nous sommes en train de travailler également sur les ressources humaines en santé, y compris les agents de santé communautaire. Mais il reste un sujet important qui est le sujet du médicament. La Banque a abordé le sujet. C'était très pertinent parce que l'État a même anticipé. Actuellement, la CAMEG, qui est la centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques, qui est le pivot de l'approvisionnement en médicaments essentiels chez nous, a subi un audit pour son organisation et son fonctionnement. L'objectif, c'est comment faire pour accroître les capacités d'approvisionnement de la CAMEG. Ensuite, comment élargir la capacité de stockage des médicaments. Comment accélérer la distribution de ces médicaments jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'au consommateur final. Parce que n'oublions pas que l'assurance maladie universelle, pour nos concitoyens dans la périphérie des villes, il y a presque tout autour. Mais il faut penser beaucoup plus à nos concitoyens qui sont dans des endroits éloignés du territoire, qui sont en situation de précarité, de fragilité. C'est pour eux que le premier impact est recherché. Donc c'est sur cette thématique que nous avons échangé. Le chantier reste ouvert, il y a des discussions qui vont se faire après au plan sectoriel pour approfondir les démarches et les recommandations pour pouvoir soutenir véritablement cette ambition énorme du chef de l'État qu'est l'assurance maladie universelle. Pour ce qui est du secteur de la santé, il faut dire que les stratégies et les actions ont été menées pour bien sûr impacter significativement, que ce soit dans le domaine de la nutrition dans notre pays, que ce soit bien sûr la prise en charge de la mère et de l'enfant et de l'adolescent. Des efforts ont été faits pour impacter sur ce capital. À l'issue bien sûr de cette rencontre, nous avions, puisqu'il y a des défis également, nous avions bien sûr souhaité que la Banque mondiale nous accompagne pour améliorer la disponibilité des médicaments essentiels, pour le renforcement du plateau technique également dans le pays, pour le renforcement de la ressource humaine de qualité. Quand on parle de ressources humaines de qualité, il faudrait également que cette ressource humaine de qualité, une fois formée, soit déployée de façon plus ou moins équitable sur toute l'étendue du territoire. Et nous avions également, bien sûr,
souhaité que la banque nous accompagne toujours dans le renforcement de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Au-delà des actions et des efforts menés sous l'autorité du président de la République, le Togo a encore rendez-vous avec le meilleur de lui-même. Et de façon plus précise, nous devrions faire davantage d'efforts sur la scolarisation de la jeune fille, au-delà de ce que nous avons aujourd'hui, avec un taux de scolarisation de 111% et un taux de maintien de 89%. Il nous semble nécessaire de corriger certaines inégalités géographiques. Nous devrions également renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages. Nous devrions diversifier et en qualité toujours la formation technique et l'enseignement professionnel. Nous devrions digitaliser le secteur éducatif dans son ensemble. Et puis, nous devrions mettre en relief le choc des connaissances qui voudrait que les enfants au préscolaire et au primaire puissent savoir lire, écrire et compter, somme toute et à l'heure de ces grandes orientations. Et avec le concours de la Banque mondiale, le Togo répondra présent. Nous poursuivons ce JDD avec ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation, de la chefferie coutumière. La célébration de la journée de l'agression terroriste du 23 septembre se déroule cette année 2024 suivant le programme ci-après. À Lomé, 7h30, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence, Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, le général de brigade, chef d'état-major général des forces armées togolaises, les chefs d'état-major des armées, les directeurs généraux de la gendarmerie nationale et de la police nationale togolaise, les officiers supérieurs des forces armées togolaises, Madame le gouverneur du district autonome du Grand Lomé, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers des ministres, les directeurs généraux et directeurs centraux des ministères, les secrétaires généraux des préfectures du Golfe d'Aguenivé, les secrétaires, les maires, adjoints aux maires et présidents des commissions des communes du Grand Lomé, préfecture du Golfe et Aguenivé, les leaders des partis politiques, les chefs cantons du Grand Lomé, préfecture Aguenivé et Golfe, les présidents des fédérations d'organisations religieuses. La mise en place doit être terminée à 7h15. Dans les chefs-lieux des régions, 7h30. Dépôt de gerbes uniquement dans les préfectures, chefs-lieux des régions, par les gouverneurs de région ou leurs représentants, ou à défaut, les préfets des chefs-lieux de région. Sont invités à cette cérémonie les personnalités suivantes. Les préfets des préfectures, chefs-lieux des régions, les officiers commandants chefs des corps et de formation des forces de défense et de sécurité des chefs-lieux des régions, les maires, adjoints aux maires et présidents de commissions des communes, des préfectures, chefs-lieux de région, les directeurs et chefs de services régionaux aux chefs-lieux des régions et les chefs de canton des préfectures, chefs-lieux de région. Communiqué signé du ministre Odabalo Awate, en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. L'administration publique togolaise s'enrichit de nouveaux auditeurs appelés à contribuer à l'assainissement des finances publiques. Ils sont 120 au total, issus de la 5e promotion de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR. Cette promotion, baptisée Fort Eswazimania Singbe 5 en hommage au chef de l'État, vient de recevoir son diplôme de fin de formation. Kamel Madiakapo. Cette euphorie marque la fin d'un parcours.
La promotion Fort-et-Sauce Imnanya Singbe 5 de l'Institut de formation fiscale et douanière de l'Office togolais des recettes OTR est prête à veiller avec efficience et intégrité à la santé des finances publiques. Pour cette 5e promotion, ils étaient au départ 122 étudiants. Pour 120 réussites à la fin, soit un taux de 98,6%. Permettez-nous de débuter ces mots en exprimant notre sincère reconnaissance à Dieu Tout-Puissant pour nous avoir permis d'atteindre cette étape essentielle de notre parcours. Je voudrais exprimer toute notre déférente gratitude à son Excellence, Fort-et-Sauce Gnassingbé, président de la République togolaise, dont la vision éclairée a été le moteur des profondes réformes des finances publiques au Togo. L'Institut de formation fiscale et douanière de l'OTR est un atout stratégique majeur. Depuis sa création, il a permis de former une nouvelle génération de cadres compétents et éthiques, prêts à relever les défis d'une économie mondialisée et à faire face aux complexités croissantes du commerce international et de la gestion des finances publiques. 40 auditeurs ont obtenu la mention très bien, 65 la mention bien et 15 la mention assez bien. Plus encore, la moyenne générale de la promotion s'est établie à 15,33 avec 12,53 comme moyenne la plus faible et 17,50 comme la moyenne la plus élevée. L'IFFD-OTR est fier de maintenir une telle excellence, promotion après promotion. L'une des ambitions clés est de solidifier les structures de l'État et stabiliser ses comptes publics. Ces hommes et femmes constituent, à en croire le commissaire général de l'OTR, des talents susceptibles de contribuer à une augmentation des ressources publiques et partant au développement du pays. Cette cérémonie solennelle vous met sur un piédestal et que durant votre carrière, que rien ne puisse vous faire descendre de ce piédestal. Vous serez le garant des finances publiques. Sur cette voie, que rien absolument ne vous déshonore. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, Kanka Malik Nachaba, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, les résultats obtenus par cet institut contribuent efficacement à la réalisation de la feuille de route gouvernementale dont l'axe 3 vise à moderniser le Togo et renforcer ses structures. Je voudrais ici rappeler l'engagement du gouvernement à soutenir l'IFFD-OTR qui se veut notre centre de formation de référence dans le champ des finances publiques. Nous sommes conscients que le développement de notre pays repose en grande partie sur la compétence et l'intégrité de nos ressources humaines. C'est pourquoi nous continuerons d'investir dans la formation continue de nos agents afin de maintenir les standards d'excellence qui sont désormais les nôtres. Permettez-moi de saisir cette occasion pour exprimer notre gratitude à son Excellence M. Fort-et-Sauce Gnassingbé, président de la République, qui a permis, par ses soutiens multiformes, le rayonnement de cet institut, notamment à l'international. Ce rayonnement n'est que l'illustration de sa vision de faire de notre pays un hub financier, logistique et qui offre des services à l'ensemble de l'Afrique. La sortie des auditeurs de la promotion Fort-et-Sauce Gnassingbé 5 de l'IFFD-OTR renforce l'impérieuse nécessité du Togo à suivre la trajectoire de la bonne gouvernance inscrite dans les règles de gestion à tous les niveaux. La rencontre a également permis de remettre des certificats à 35 agents venus de 15 pays africains et qui ont suivi une formation sur les enquêtes en matière de fraude à la TVA organisée par l'OCDE. Je vous le disais, plusieurs villages de la région des plateaux disposeront très bientôt d'eau potable conformément à la vision du gouvernement. Cela se fera à travers le projet d'hydraulique villageoise de la République populaire de Chine. En prévision, 300 forages seront construits à partir du mois de décembre, de quoi faciliter l'accès à l'eau potable pour les populations rurales. Elia Gbanyanda.
300 forages à motricité humaine seront construits dans la région des Plateaux. C'est l'information essentielle qui découle de cette réunion entre la Chine et le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique villageoise. La Chine, à travers ce projet qui va bientôt démarrer, apporte ainsi son soutien à la vision du gouvernement, celle de porter le taux de desserte en eau potable au Togo à 95% d'ici à 2025. Ce projet-là a été planifié depuis longtemps. Donc, au début de cette année, au mois de mars, plus précisément, nos deux parties ont déjà signé le document technique pour démarrer ce projet-là. Et cette fois-là, l'équipe est venue pour commencer l'étude préliminaire pour vraiment lancer ce projet. Son Excellence, Monsieur le Président et le gouvernement togolais, les différents ministères accordent une grande importance au bien-être de la population et l'accès à l'eau potable est aussi une des priorités du gouvernement togolais. Donc pour la Chine, nous sommes disposés à accompagner nos amis togolais pour satisfaire les besoins de la population. Grâce au consensus entre les deux chefs d'État lors du FOCAC, le partenariat a de encore plus belles perspectives et ce partenariat sera approfondi et enrichi. Les 300 forages sont répartis dans 12 préfectures et 285 villages de la région des Plateaux. Les travaux vont s'étendre sur une période de 2 ans. D'ici à fin décembre 2024, les premiers forages seront livrés. On va parler éducation et pour le faire, prenons la direction de Tung dans le Moyen Mono. Les meilleurs élèves de plusieurs établissements scolaires de la préfecture ont reçu des fournitures scolaires de la part de l'ambassadeur de l'Inde au Togo en guise d'encouragement. Ce geste de générosité a également pris en compte les élèves nécessiteux qui, grâce à ces fournitures, ont bien démarré les cours. Sylvain Abdou. Ils proviennent de différentes écoles. Ces élèves bénéficiaient ici à Tung dans le Moyen Mono des kits scolaires de l'ambassadeur de l'Inde au Togo. Un don pour encourager les excellents à mieux faire et les nécessiter à entamer tout comme les autres les cours dans les salles de classe. Plusieurs élèves ont été touchés dans ce sens. Environ 12 établissements de la commune Moyen Mono 1 sont bénéficiaires, mais aussi des enseignants qui, eux, ont reçu du matériel didactique. Nous sommes très contents d'avoir reçu ces dons et nous promettons d'en faire bon usage et pour qu'à la fin de l'année scolaire, nous ayons de meilleurs résultats. Ça vient donner un sourire à nos enfants vulnérables, et ça vient les encourager et ils sont venus nous faire ce que peut-être nous-mêmes on aurait dû faire. En les recevant, nous pensons quand même que ça booste d'une manière ou d'une autre l'éducation, ça les encourage, ça les fortifie, ça les amène à faire encore mieux que ce qu'ils faisaient par le passé. 73 kits ont été donc distribués, une manière également pour le diplomate indien de renforcer les liens de coopération, mais aussi soutenir la politique du chef de l'État, celle de faire de l'apprentissage un outil de qualité. You know, in all our interactions with various nous parlons toujours de la vision de son Excellence M. Faure Issoze-Nana Gnassingbé, le président de la République togolaise, sa vision envers l'éducation et où il veut que les élèves fréquentent dans des bonnes conditions. Donc c'est dans ce contexte que nous plaçons cet événement. Better education facilities for children and students of the country. Le préfet de Tung, le colonel Diato, a remercié l'ambassadeur pour cette coopération et sa vision en matière de promotion d'une éducation de qualité. Il a demandé aux élèves de faire preuve de dynamisme à l'école et à faire bon usage du matériel reçu. Dans la préfecture de Tchamba, les cadres du parti Union pour la République se préoccupent également du bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Ils ont fait don de matériel didactique à certains établissements scolaires de la préfecture au nom du chef de l'État, Faure Issoze Gnassingbé. Le matériel devra contribuer à renforcer la qualité de l'éducation conformément à la vision du président de la République. Désiré Aloy.
Du matériel didactique destiné aux établissements scolaires de la préfecture de Tchamba. Un soutien du chef de l'État à travers les cadres UNIR, Union pour la République de la préfecture. Soutien pour renforcer les pratiques de classe. Le 16 septembre 2024, dans son message de circonstance, le chef de l'État a invité tous les apprenants à aborder l'année avec discipline et sérénité. Cette invitation ne saurait être traduite dans les faits si les établissements manquent des kits scolaires et les élèves nécessitent les moyens basiques pour aborder l'année avec sérénité. Ainsi, joignant l'acte à la parole, le chef de l'État a offert à tous les établissements de la préfecture de Tchamba et à tous les élèves nécessiteux un lot de kits scolaires. C'est l'occasion pour nous de lui dire un sincère merci et de savoir toujours compter sur nous dans sa politique d'épanouissement de la jeunesse togolaise. Le parti UNIR, toujours à l'écoute des populations, ce soutien important illustre son engagement à contribuer à la bonne formation de la relève de demain. C'est un geste qui vient à point nommé parce que toutes les rentrées, tous les chefs d'établissement ont des problèmes pour joindre les deux bouts. Et donc c'est un bol d'air pour ce début de rentrée scolaire. Un grand merci à tous et par ricochet au chef de l'État. Pour dire merci au chef de l'État, nous devons réaliser de bons résultats. Cette année, nous promettons au chef de l'État que Tchamba sera meilleur et que le meilleur est à temps. Et que le meilleur est à 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 et que Un petit souci technique avec ce reportage et nous y reviendrons dans le courant de ce journal si tout va bien. L'ONG Santé Intégrée, nous recevrons le directeur dans quelques instants, mais encore un mot de l'éducation après. À Dakpamé, à Lomé, l'association des professionnels privés de la sécurité maritime a mis le cap sur le Nord. Les membres étaient à l'EPP Nyamasila Groupe A pour soutenir les élèves en fourniture scolaire, une manière pour eux de contribuer à la réussite de l'année scolaire pour ces apprenants. Ramdan Bassina. Ils ont le sourire, ces élèves de l'école primaire publique Nyamasila Groupe A. Ils ont de quoi commencer l'année scolaire en toute sérénité. L'association des professionnels privés de la sécurité maritime leur offre des kits scolaires. C'est confiant et reconnaissant que apprenants, parents et enseignants témoignent leur reconnaissance. Au nom de tous les camarades, nous disons merci et nous allons bien travailler. Nous allons suivre ces enfants comme du lait au feu pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. L'association œuvre depuis plus de 2 ans aux côtés du gouvernement pour une éducation de qualité et l'épanouissement des apprenants. A3PSM Togo est une association professionnelle de tous les opérateurs de sécurité maritime à Lomé sur la mer. Notre objectif est de promouvoir l'action de la mer promue par son Excellence Fort Essom Zina Nyasingbe pour l'économie bleue. Et l'association, c'est pour mieux consolider, mieux renforcer nos activités sur la mer. En cette rentrée scolaire 2024-2025, l'association a fait don de kits scolaires dans plusieurs établissements de la capitale. L'ONG Santé Intégrée est l'un des partenaires qui accompagne le Togo dans l'amélioration des soins de santé de la population. Depuis 20 ans, l'institution œuvre aux côtés du gouvernement. La célébration de ce jubilé a été lancée par un gala de foot. C'était le 31 août dernier. Laurent Mabo. Le gala du 20e anniversaire de Integrate Health, ou Santé Intégrée en français, a été l'occasion de rassembler l'ONG et ses partenaires. Rongito, le réseau des ONG internationales du Togo, la GIZ, ainsi que le ministère de la Santé autour du ballon rond. Après avoir remporté ces 3 matchs de poule, l'équipe du ministère de la Santé se hisse en tête de classement, suivie de l'équipe de la GIZ Togo. Les 2 équipes se retrouvent ainsi en finale. Dès les premières minutes, les joueurs du ministère de la Santé, sûrs de leur force, ont pris le jeu en leur compte et rapidement ouvrent le score à la 4e minute par Ega Montant. 1-0. Les agents de la santé conservent leur avance jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, malgré les efforts de la GIZ Togo pour revenir au score,
C'est Ega Montant qui double la mise, scellant ainsi la victoire de son équipe sur le score de 2-0. À la différence de trophées décernés aux finalistes, toutes les équipes ont reçu chacune un ballon de foot et une attestation de participation. Santé Intégrée est une ONG internationale qui propose des services de soins de santé aux communautés locales. Le football est fédérateur. On est déjà heureux et reconnaissant d'avoir tous ces partenaires qui sont venus nous témoigner leur amitié, leur solidarité et aussi leur partenariat. Nous sommes très heureux de voir le succès autour de cet événement. Le représentant de Rongito a quant à lui mis en avant l'engagement de son réseau à soutenir les initiatives de santé intégrée. Occasion pour Santé Intégrée de célébrer ses 20 ans d'engagement en faveur de la santé. Au-delà de la compétition, cet événement a permis de renforcer les liens entre les différents partenaires et de sensibiliser le public sur les actions de l'ONG. Les nombreuses activités organisées tout au long de l'année témoignent de la volonté de Santé Intégrée de continuer à améliorer l'accès aux soins de santé pour tous. Et avec nous sur ce plateau du JDD, M. Sessou Gbeleou, il est le directeur pays de l'ONG Santé Intégrée. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour aussi, Salah. Nous allons parler du jubilé de Porcel des 20 ans de votre ONG, mais pour le moment, on va s'appesantir sur votre institution. Présentez-nous brièvement l'institution. Qu'est-ce que Santé Intégrée fait au Togo concrètement? Santé Intégrée est une organisation mondiale qui travaille aux côtés des gouvernements du Togo et de la Guinée pour renforcer le système de santé avec un programme d'offre de services à base communautaire, donc avec l'implication développée, exécutée et évaluée avec l'implication des communautés villageoises et des services techniques de santé. Donc ce que nous faisons, nous apportons notre financement et notre appui technique pour développer et mettre en œuvre des services innovants, notamment l'offre de services par des agents de santé communautaires en permanence qui vont de ménage à ménage pour rechercher des cas d'enfants de 0 à 5 ans et aussi des femmes enceintes, des femmes allaitantes pour les mettre dans le système de services. Nous travaillons à ce qu'il y ait un système innovant de transfert des patients des villages vers les formations sanitaires pour de meilleurs soins. Nous collaborons dans un contexte dynamique avec des professionnels de la médecine traditionnelle. Vous savez que la médecine traditionnelle, c'est le premier soin que nous avons tous reçu. Et donc, nous ne pouvons pas faire une activité de santé communautaire en évitant de collaborer avec ces professionnels. Donc, avec eux, nous développons un système qui permet à ce que les patients qui arrivent chez eux puissent être redirigés vers les services cliniques officiels. Et bien sûr, nous travaillons à subventionner des soins pour les enfants quand ils viennent pour qu'ils n'aient pas à payer. Bien sûr, dans un cadre qui est amélioré, un cadre d'offre de soins avec des bâtiments rénovés, des équipements rénovés bien sûr, et aussi un système d'approvisionnement de médicaments qui permettent à ce que les patients puissent avoir les services essentiels. Cela fait 20 ans justement que vous menez toutes ces missions-là et la célébration de ce jubilé est placée sous le signe de l'impact et de la pérennisation des acquis. Quels sont les principaux enseignements que l'on peut tirer de vos 20 ans d'activité? Bon, je pense que le premier enseignement, c'est les soins intégrés. Ce que nous développons d'ailleurs, nous avons démarré avec un programme verticalisé sur le VIH. Et ce qu'on a appris, ce que nous apprenons de la science et de la médecine, c'est qu'il est plus efficace de centrer les services sur les patients. Et donc, avec des programmes intégrés. Quand un enfant vient pour le palu, on l'adresse pour le palu, mais quand il va retourner à domicile, il peut mourir de maladies diarrhéiques.
Donc c'est quelque chose qu'il faut faire de façon intégrée. Et ça, c'est quelque chose aussi que nous avons appris et que nous avons mis en place. Ce qu'on a appris aussi, c'est que nos interventions portent un effet. Ces interventions sont efficaces. C'est vrai qu'on peut observer que de façon mondiale, il y a une réduction de la mortalité assez documentée. Mais ce que nous avons pu faire durant ces dernières dizaines d'années a permis à ce qu'on ait une réduction significative de la mortalité qui est estimée autour de 30% dans les zones où nous intervenons. Nous apprenons aussi, je pense que c'est un enseignement important, que le développement des systèmes de santé ne peut pas se faire tout seul. Il faut un cadre de partenariat parce que c'est des défis qui dépassent notre propre personne, qui dépassent nos institutions. Il faut donc travailler ensemble pour qu'on puisse bâtir des systèmes qui sont résilients et qui sont efficaces. Je pense aussi qu'on peut apprendre de ce que Santé Intégrée a fait ces dernières années, qu'on peut faire les services différemment, avec des services innovants notamment. Dans vos interventions, deux termes reviennent fréquemment. Il s'agit de santé communautaire, de couverture santé universelle. Quelles actions concrètement Santé Intégrée mène-t-elle concrètement justement dans ces domaines-là? Santé communautaire parce que il faut concevoir la médecine et la santé dans un contexte plus large. Parce que ordinairement, la santé et la médecine est regardée d'un point de vue individuel. Quand vous êtes malade, vous vous présentez devant votre médecin et on vous fait un traitement, vous repartez. Mais on sait par la science qu'il y a beaucoup de déterminants qui font que ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et ces déterminants impliquent qu'on travaille dans un cadre globalisé avec plusieurs déterminants qui permettent à ce que, quand nous adressons les questions des défis, notamment chez les femmes enceintes de consultation prénatale, pourquoi elles ne viennent pas, pour comprendre que ce n'est pas un fait individuel, un fait qui doit être adressé de façon collective. Et c'est ce que nous essayons de faire avec des interventions qui permettent à impliquer les communautés, notamment à les impliquer dans l'offre de services à travers des agents de santé qui sont identifiés, formés, outillés, supervisés de façon efficace. Nous travaillons bien sûr aussi à mettre en place un système où nous impliquons les communautés dans l'analyse des services qui sont fournis, ce qu'on peut appeler la restitution communautaire des soins que nous faisons assez régulièrement pour qu'on puisse adresser une analyse des boulots et comment on peut les adresser. Bien sûr, nous travaillons à ce que nous analysions ensemble les déterminants de décès chez les enfants, chez les femmes, en faisant un système d'autopsie des décès chez les enfants et chez les femmes avec les communautés. Et comme vous l'avez dit, toutes ces actions combinées portent des fruits, même si ces résultats peuvent être améliorés. La célébration de vos 20 ans a débuté le 31 août, on l'avait dit, avec un programme très riche, avec d'abord le lancement du gala de football qu'on venait tantôt de suivre. Où en êtes-vous actuellement avec la mise en œuvre du reste du programme? Oui, on en est aux campagnes de médias. Je vous remercie de nous avoir reçus. Donc nous continuons ces campagnes d'explication de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait depuis ces 20 dernières années. Nous expliquons cela aussi pour que nous soyons visibles. Parce que quand on fait un certain nombre d'interventions, ce n'est pas certain qu'on sait qui le fait, comment il le fait, quels sont les résultats qu'il a obtenus. Et donc c'est ce que nous allons continuer par faire
notamment aussi à partir de demain, une campagne sur les réseaux sociaux qui va être soutenue dans le temps, où nous allons intervenir avec un toolkit des messages précis développés par notre personnel et notre leadership. Nous allons continuer cela au mois d'octobre avec une soirée de réseautage que nous allons développer avec tous nos partenaires, un peu comme nous l'avons fait avec le gala de foot. Nous allons revenir, mais dans un cadre de jardin où nous travaillerons, discuterons avec tout notre personnel et nos partenaires. Nous finirons certainement au mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, nous allons fêter également la Journée internationale de la couverture sanitaire universelle et nous allons lancer nos agents de santé communautaire, notre pilier des interventions dans les communautés, pour faire un plaidoyer notamment dirigé vers les communautés de base, vers les collectivités locales, les mairies, les préfectures. Et tout en célébrant ces 20 ans, il est également important de penser à l'avenir. Quelle est la vision de santé intégrée dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'il y a un programme, un plan que vous avez défini? Nous espérons que l'avenir sera radieux, notamment avec les initiatives que le gouvernement aussi développe. Ces initiatives concourent à l'accès universel, qui est notre vision. C'est-à-dire que dans 10 ans, nous espérions que tous les efforts que nous sommes en train de mettre en place puissent aboutir à ce que chaque Togolais, chaque Togolaise, quelque endroit qu'il se trouve, qu'il ait des capacités ou non à payer les soins, quand il arrive dans les établissements de soins, qu'on puisse adresser son problème et qu'il puisse sortir avec satisfaction. Nous resterons dans cette vision de la couverture sanitaire universelle, mais dans 5 ans, 10 ans, nous estimons que nous travaillerons davantage pour mobiliser des ressources pour le pays. On note clairement que votre célébration, la célébration des 20 ans de santé intégrée, se poursuit jusqu'au mois de décembre. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Ce que j'ai ajouté, c'est déjà le merci à la télévision togolaise de s'être associée à cet événement. Nous remercions surtout les autorités pour les autorisations que nous avons pu avoir pour travailler et la collaboration que nous avons pu avoir avec notre partenaire principal qui est le ministère de la Santé, mais aussi les partenaires, je pense que vous avez vu le gala de football, les partenaires avec lesquels nous collaborons tous les jours, la GIZ, toutes les organisations internationales qui collaborent avec le gouvernement, les organisations onusiennes qui sont là et qui nous appuient, l'OMS, l'UNICEF notamment. Monsieur Sesso Beleou, directeur pays de l'ONG Santé Intégrée, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans le JDD. Merci beaucoup. Je vous remercie. En Guinée, le procès du 28 septembre n'a pas encore livré tous ses secrets. Le colonel Claude Pivi, l'un des cerveaux du massacre qui s'est échappé de la prison en plein procès, a été arrêté au Liban mardi dernier et remis aux autorités guinéennes. En France, le nouveau gouvernement de Michel Barnier est enfin connu. Il a été rendu officiel dans la soirée d'hier, soit 2 semaines après sa nomination. Ce gouvernement paritaire de 39 membres est perçu comme le fruit de la coalition entre le camp présidentiel et les Républicains. La nouvelle équipe gouvernementale va tenir son tout premier conseil des ministres demain, 23 septembre, à 15h, heure française. Et 45 jours nous séparent de la présidentielle aux États-Unis, mais déjà certains électeurs ont commencé par voter depuis hier. Ce vote par anticipation a eu lieu dans 3 États américains.
Donald Trump ou Kamala Harris. Dans les rues de Fairfax, en Virginie, impossible de faire un pas sans voir une pancarte. À 45 jours de l'élection présidentielle, la campagne bat son plein, mais ici en Virginie, on vote déjà. En ce qui me concerne, je veux juste qu'on en finisse franchement. Je suis heureux de voter et le plus tôt sera le mieux. Nous avons fait notre choix il y a longtemps et nous ne changerons pas d'avis. Alors autant le faire aujourd'hui. Si les Williams ont fait leur choix, l'issue de la présidentielle reste plus indécise que jamais. Donald Trump et Kamala Harris sont au coude à coude dans plusieurs des 7 États clés où tout va probablement se jouer. Et tout est motif à contestation. Notamment le vote par correspondance. Donald Trump avait parlé de fraude massive il y a 4 ans, sans en avoir apporté la preuve depuis. Ce vendredi, 3 États, la Virginie, le Minnesota et le Dakota du Sud, ont ouvert les portes des bureaux de vote pour que les électeurs déposent leurs bulletins par anticipation. Cet aménagement a pour but d'améliorer la participation électorale, surtout de réduire l'affluence le jour de l'élection. Une particularité américaine, alors que Donald Trump et Kamala Harris multiplient les meetings. Ici, pas de silence électoral, même après avoir voté. Je n'allais certainement pas voter pour Trump, mais je n'étais pas sûr que Joe Biden était assez bon pour être président. Je ne sais pas si j'aurais voté pour lui, mais j'ai pris ma décision quand Kamala Harris l'a remplacé. Je pense qu'elle était un excellent choix. Je ne suis pas d'accord à 100% avec Donald Trump, mais je pense qu'il est le meilleur choix, rien qu'avec son bilan. Il a déjà fait ses preuves en matière d'économie quand il était au pouvoir avant. Et je pense qu'il va continuer dans cette voie. L'un des autres sujets, c'est la frontière, la sécurité de la frontière. Il a été très bon sur ce point. Les débats se poursuivent, les bulletins de vote ne seront dépouillés que le soir de l'élection, le 5 novembre. La résilience économique du Togo impressionne de plus en plus d'institutions. C'est notamment le cas de l'agence de notation S&P qui salue les progrès réalisés par notre pays ces dernières années sur le plan économique. Selon les chiffres de l'agence, les perspectives du Togo dépassent même les prévisions. Ce résultat encourageant est le fruit de plusieurs mesures prises sous le leadership du chef de l'État, Faure Hissozi Mnagna Singbe. Les détails avec Marie-Ange Bida. Le 13 novembre 2024, l'agence de notation S&P a affirmé la notation de crédit de la République togolaise à B et a amélioré la perspective de notation de stable à positive. Cette décision de l'agence reflète les avancées charnières réalisées au Togo depuis la notation inaugurale en 2019. La perspective positive salue un momentum économique accompagné d'une consolidation budgétaire qui se poursuit et d'une réduction des déséquilibres extérieurs. S&P indique que si cette tendance devait se confirmer dans les 12 prochains mois, cela pourrait permettre une amélioration d'un cran de la notation du Togo à B+. L'agence de notation Standard & Poor's souligne la résilience de l'économie togolaise et une croissance réelle qui a dépassé ses prévisions initiales, 6,4% en 2023, au-dessus de la prévision initiale de S&P de 6,0%, notamment grâce au dynamisme du secteur tertiaire. S&P précise que l'exécution de la feuille de route gouvernementale reste un point d'ancrage essentiel pour l'économie qui permettra à la dynamique de croissance de rester robuste sur le moyen terme, avec un taux de croissance annuel moyen qui devrait se lever à 6,0% en termes réels jusqu'en 2027. Au-delà de la poursuite de l'excellente dynamique de réforme au niveau du climat des affaires, l'agence note que ces bons résultats ont été possibles grâce aux atouts stratégiques dont dispose le Togo et dans lesquels le gouvernement et le secteur privé investissent de plus en plus. L'agence met ainsi en avant la position du Togo comme hub de transport important dans la région qui joue un rôle essentiel entre l'Asie et les pays enclavés. Ce rôle est par ailleurs renforcé par le port autonome de Lomé qui est décrit par S&P comme une plaque tournante essentielle dans la région
étant le seul port naturel en eau profonde et le 4e port le plus actif d'Afrique. Enfin, la plateforme industrielle d'Adétikopé est présentée comme un actif permettant de créer des investissements dans des secteurs divers, notamment agroalimentaire, automobile, construction, pharmaceutique, textile. SNP salue également la consolidation budgétaire en cours. L'agence reconnaît le bien fondé des voies et moyens mis en œuvre pour y parvenir, en particulier le rythme d'augmentation des recettes fiscales, 0,5 points de PIB chaque année et les mesures fiscales sous-jacentes. L'agence rappelle que cet objectif clé du gouvernement est soutenu par le programme signé en mars 2024 avec le Fonds monétaire international, programme de 42 mois d'un montant de 390 millions de dollars. Enfin, l'appui financier de la Banque mondiale et l'appartenance du pays à l'UEMOA soutiennent la qualité de crédit du pays. Ce résultat obtenu participe bien évidemment à des initiatives prises depuis quelques années par le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozuna Gnassingbé, qui fait de l'amélioration du climat des affaires son cheval de bataille. On part à présent pour un éco-jogging à Palimé avec les agents de l'Office togolais des recettes OTR. L'exercice a réuni ceux de Palimé et leurs collègues de Lomé autour des valeurs civiques et citoyennes, dont la protection de l'environnement. Tout en s'adonnant à des exercices physiques, ils ont débarrassé le passage d'ordures pour rendre la ville plus attrayante. Sivera Boudjou. Tout part d'ici, à l'antenne régionale de l'Office togolais des recettes OTR de Palimé. Il s'agit de cette activité sportive dénommée éco-jogging pour marquer l'apothéose de la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies cardiovasculaires. Cette campagne, entamée depuis le 25 août, a été initiée au profit du personnel de l'OTR. Cette activité sportive met donc fin à cette campagne, une manière pour le personnel d'être en phase avec les enseignements reçus. Nous avons fait cette séance de sport pour honorer donc l'engagement du comité de direction, dont le souci premier est le bien-être, n'est-ce pas, du personnel. Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité au monde. Cette campagne vient à point nommé pour nous dire exactement les causes et comment faire pour prévenir. Les agents ont également, dans le contexte de cette activité sportive, procédé à l'enlèvement des sachets laissés à la merci du vent. Cet engagement citoyen a été mené aux alentours de l'OTR et au marché de Palimé. Le but, maintenir l'environnement propre et vivable. Cette activité s'inscrit dans le cadre donc, de la politique même du chef de l'État, qui est de faire de notre environnement un endroit vivable, propre, potable. Et aujourd'hui aussi, c'est la vision aussi des autorités de l'Office et que nous sommes en train donc de réaliser. Il s'agit donc, à travers cette campagne, d'amener les agents à se familiariser avec ces bonnes pratiques, faire le dépistage pour garantir une meilleure santé. De Palimé, je vous amène à présent à Nehor pour parler de Benjamin Boupeti. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est le premier médaillé olympique de l'histoire de notre pays aux Jeux olympiques de Pékin 2008. Il a été à l'honneur lors d'un tournoi Open qui porte son nom. La finale de ce tournoi a réuni plusieurs kayakistes venus de la sous-région à Nehor. Les images sont commentées. Laurent Humavo. 16 ans après son exploit aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, Benjamin Boupeti a de nouveau pris place dans un canoë. Cette fois sur le plan d'eau d'Anehor à l'embouchure du lac et de la mer. Sur un parcours tracé sous le pont, il a démontré une maîtrise impressionnante, exécutant les mouvements de pagaie avec une dextérité qui a captivé le public, sous le regard admiratif des autorités présentes. Par cet engagement, l'unique champion togolais souhaite transmettre le flambeau à la jeune génération. En écho à cette démonstration inspirante, de jeunes canoïstes ont relevé le défi en parcourant le même trajet, pagaie à la main. Je suis profondément heureux de l'honneur qui m'a été fait. Et c'est aussi important pour moi de rappeler que
Je pense que beaucoup de personnes étaient ravies de me retrouver ici aujourd'hui, de rappeler à tout à chacun que si je suis là, c'est aussi parce que à l'époque, en 2008 et encore aujourd'hui, le chef de l'État, son Excellence Faure Esozimane Gnassingbé, est vraiment là à nos côtés, nous soutient. Et moi, il a su me donner envie réellement de servir son action. Moi, je dois reconnaître que j'étais agréablement surpris. On dispose de très peu de matériel, très vétuste, qui date de quand j'avais été médaillé olympique. Malgré ce peu de matériel, ils arrivent quand même à vraiment progresser, à avoir déjà des premières aptitudes. Lors de la finale senior homme, Akibode Obed Josué a remporté la course avec un temps de 21 secondes 25 centièmes. Devant Asiobo Kossi, 21 secondes 55 centièmes, tandis que Akibode Rancé complète le podium. Chez les dames, Zinga Blandine du Bénin a dominé la compétition avec un temps de 26 secondes 83 centièmes, suivi de Komlanvi et Do en 27 secondes 8 centièmes. Et Daolou Louise qui a pris la 3e place. Ça a été très dur pour moi. La deuxième course, j'ai fait mon effort pour que ça soit une victoire pour moi. Cette première édition de l'Open a vu la participation des équipes du Bénin et du Ghana avec une présence du Nigeria, ce qui a été source de satisfaction pour le président de la Fédération de canoë. Plus que satisfait, il y a des champions, le champion du Togo a été battu, il est énervé, mais bon, ça c'est le sport. Du coup, il y avait eu de beaux challenges et c'est ce que moi je voulais, du coup on a réussi le pari. Après les efforts, le temps est venu de célébrer les lauréats. Médailles et enveloppes ont été remises aux plus méritants, accompagnés du diplôme d'honneur pour tous ceux qui ont contribué à la réussite de l'Open. La matinée a également été rythmée par un marathon réunissant les kayakistes et coureurs sillonnant les artères d'Anéron. Rendez-vous est donc pris pour la 2e édition l'année prochaine avec l'espoir que cette rencontre devienne un événement du calendrier sportif. Et c'est sur cette belle image de la ville tricentenaire d'Anéron que se referme ce JDD. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Le meilleur, c'est ici.